Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Philippe, avant d'évoquer la production agroécologique de PAM, on va parler des PAM dans les autres filières agricoles. Je ne sais pas si vous étiez tous là au rendez-vous d'Arbalia 2018. Des travaux dans ce sens-là ont déjà débuté, au départ plutôt dans les filières animales, pour les nouveaux itinéraires d'élevage, en intégrant des traitements pour les mammites, par exemple, à base d'huile essentielle, ou des stimulations de défense des volailles. Donc là, c'était les premiers travaux étaient vraiment dans ce sens-là, et depuis quelques années, de plus en plus, ce sont plutôt les filières végétales qui s'approchent de ITEPMAI pour travailler sur les PAM dans leur filière. Alors pourquoi les PAM? Pour différentes raisons, en particulier la richesse botanique de notre filière, et évidemment derrière l'expertise de l'ITEPMAI en phytochimie et du coup l'expertise pour expliquer tous ces beaux résultats analytiques qu'on peut avoir. Et du coup, les plantes de campagne ont plusieurs intérêts. Bon, alors, il y a des intérêts autour du cycle de l'azote, autour évidemment de la lutte contre les bioagresseurs, sur la biodiversité, sur les auxiliaires de culture, etc., sur les sols ou sur les risques de pollution. Alors évidemment, les PAM ne sont pas forcément intégrés dans tous ces points-là, et les instituts qui nous contactent viennent vraiment pour des raisons principalement autour de la lutte contre les bioagresseurs. Il y a aussi un petit peu des travaux autour de la gestion des adventices. Et voilà, l'essentiel, c'est quand même vraiment la lutte contre les bioagresseurs, beaucoup en arboriculture et en viticulture. Alors, très rapidement, quelques mots sur la lutte contre les adventices dans les autres filières. Donc là, ça vient des projets PLACOB, qui étaient portés par l'Astrodor, et sa suite Cocosol, portée par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Là, l'idée était de travailler dans les filières viticulture, arboriculture et horticulture, également la filière PAM. Là, du coup, je me focus surtout sur ces trois autres filières agricoles, et l'utilisation de plantes couvre-sol sur les parties non cultivées en remplacement des traitements phytosanitaires habituels de désherbage à base de produits de synthèse, comme le Roundup pour pas le citer. Donc là, l'idée était d'arrêter l'utilisation de deux traitements en remplaçant par des plantes couvre-sol. Et parmi toutes les plantes qui ont pu être testées, un certain nombre font partie de la filière PAM. Donc là, je les ai listés ici. Juste un mot sur le thym. Enfin, j'ai mis un thym avec un S. Alors, on n'est pas sur le Thymus vulgaris, on est sur d'autres thym plutôt utilisés en horticulture. Mais bon, malgré tout, je l'ai laissé pour le genre Thymus. Et des intérêts particuliers avec Achillée, Souci et la piloselle, qui ont vraiment montré des résultats intéressants dans ces trois filières-là. Le projet s'est terminé il y a 3 ans. Et encore aujourd'hui, les parcelles en arboriculture qui avaient été couvertes d'achillée millefeuille ont des interrons recouverts d'achillée millefeuille avec finalement une gestion des adventices très, très simplifiée sur ces parcelles-là. La piloselle, quant à elle, est assez rase et se comporte plutôt bien en viticulture et en horticulture. Alors en horticulture, c'est vraiment les abords de serres ou voire les tournières ou les endroits vraiment non cultivés, avec vraiment un effet très, très suppressif sur les adventices. Donc les thym, je les ai évoqués précédemment. Sur la partie gestion des bioagresseurs, là, c'est tout de suite un peu plus compliqué. On est partenaire de plusieurs projets sur ces sujets-là. Les projets Alto, Repulse, Abapic. Donc on retrouve là le CETIFL, on peut retrouver des INRAE et l'ACTA dans le cadre du projet Abapic. Et les PAM rentrent du coup dans ces cultures-là, dans ces filières-là, en tant que plantes de service, plantes de campagne, et avec des différents intérêts ou différentes interactions sur leur milieu. Alors, on peut les utiliser soit pour accueillir de la biodiversité dans les parcelles, attirer les auxiliaires, repousser les éventuels bioagresseurs. Là, je parle de pucerons, mais il y a d'autres ravageurs comme cicadelles qui ont également pu être testés. Et toutes ces interactions entre les PAM et leur environnement, donc en particulier les ravageurs en ce qui nous concerne, ça se fait par la chimie des plantes, évidemment. Et l'émission des molécules produites par les plantes dans l'atmosphère. On va appeler du coup les composés organiques volatiles, qui sont vraiment du coup au cœur de ces interactions-là. Et c'est une thématique qui est ressortie depuis, on va dire, 3-4 ans dans les autres filières du végétal, qui sont vraiment mis à se pencher dessus. Encore une fois, c'est suite à la suppression d'un certain nombre de solutions phytochimiques, où ils ont regardé un peu dans la littérature ce qui ressortait, et les composés organiques volatiles, en tout cas certaines molécules volatiles, peuvent montrer un intérêt, en particulier répulsif, sur les insectes. Et du coup, ils sont mis à travailler dessus.
Alors avec des résultats souvent mitigés ou en tout cas compliqués à étudier. Dans le cas du projet ABAPIC, alors le projet ABAPIC, c'est accélérateur du biocontrôle, donc c'est un projet interfilière piloté par l'ACTA, donc toutes les filières du végétal. Donc il y a de nombreux volets, on trouve des macro-organismes, des produits de biocontrôle, etc. Et il y a un volet sur les composés organiques volatiles. Alors au départ, nous étions juste un partenaire parmi d'autres sur cette thématique-là. Et finalement, très rapidement, et grâce à Denis, on a pu prendre un peu le lead de ce groupe de travail-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde ne comprenait pas exactement ce qu'était un COV, que les méthodologies de capture des COV, d'analyse n'étaient pas exactement les mêmes, et on se retrouvait avec des résultats souvent très difficiles à interpréter. Et donc, et ce pour différentes raisons. On retrouve notamment le choix de la PAM. Souvent, les autres filières, ils ont lu ou à dire d'experts qu'une plante pouvait être intéressante, un thym, une mélisse. Du coup, ils regardent dans un catalogue, ils achètent de la mélisse ou du thym, ils le testent, puis les résultats, des fois, sont ce qu'ils sont, mais la littérature dit que c'est un thym carvacrol qui marche, puis quand on regarde de près ce qu'ils ont acheté, c'est un thymtimol, ça marche pas, non, ça marche pas. Et ça arrive assez souvent, que ce soit en plante compagne, en huile essentielle, ça a pu arriver dans certaines discussions avec d'autres filières. Donc il y a vraiment un besoin d'expertise sur cette partie choix de la plante, en lien avec ce que la littérature a pu donner. Parmi les nombreuses problématiques relevées également, c'était le stade de la PAM par rapport à la présence ou l'émergence du ravageur dans la culture. Parce qu'en fait, c'est pas tous les organes d'une plante ne vont pas produire forcément les mêmes composés organiques. Elles ne vont pas les produire au même moment de l'année, selon le stade, si c'est la fleur, si c'est la feuille, etc. Il y a aussi les conditions d'émission, parce que là, on va être vraiment en lien avec la météo. Si on a un temps plutôt sec ou plutôt humide, on va avoir des émissions qui peuvent être différentes. S'il y a beaucoup de vent également, les composés émis dans l'atmosphère, mais s'il y a beaucoup de vent, ils ne vont pas rester beaucoup autour des parcelles, autour des plantes. Donc on peut avoir des résultats souvent un peu difficiles à interpréter. Là, parmi les idées ou les choses qui peuvent ou qui vont être testées, on évoquait brasser un peu les plantes. Finalement, on passe la main dans du romarin ou du thym, ça sent bon la garrigue. Du coup, peut-être qu'en passant une machine, ou en broyant, en récoltant, ou juste en passant une barre dans les parcelles, pour faire émettre dans l'atmosphère ces COV-là, on pourrait peut-être arriver à des résultats intéressants, ce qui a été testé en arboriculture avec du romarin pour lutter contre le buisson cendré. Et après, il y a toute la partie problématique analytique que j'évoquais tout à l'heure. Donc avec les problématiques de capture des COV, déjà quel outil pour capturer ces COV. Et après, sur la partie analytique, analyser les COV, aujourd'hui, beaucoup d'analyses étaient uniquement qualitatives. On savait qu'il y avait présence de telle ou telle molécule dans l'atmosphère, mais il n'y avait pas du tout d'idée de quantité ou de concentration de ces molécules dans l'atmosphère. Et du coup, ça fait partie des travaux que Denis a engagés dans le cadre du projet ABAPIC pour essayer d'harmoniser un peu au niveau méthodologie, que ce soit sur la capture ou sur l'analyse des COV. Du coup, je l'ai évoqué dans ces différents projets-là, ce qui ressort beaucoup, c'est les problématiques méthodologiques. Aujourd'hui, dans le cas du projet ABAPIC et d'une suite très probablement qui sera écrite cet hiver ou au début de printemps, il y aura encore un volet sur l'accélération du biocontrôle sur la partie COV et pour vraiment mettre au point une méthodologie qui pourrait être facilement diffusable et utilisable par tous les partenaires des autres filières, afin d'objectiver un peu les résultats et qu'on puisse vraiment s'appuyer dessus. Et du coup, ça donne ici d'autres idées et d'autres possibilités. C'est au lieu d'utiliser la plante en tant que plante compagne, c'est d'utiliser l'extrait de cette plante-là et d'utiliser des diffuseurs dans les parcelles. Alors ça se fait plus facilement en horticulture, en conditions contrôlées. Il y a des essais aussi en plein champ, donc de trouver une manière, on va dire, d'encapsuler ou de granuler les extraits et après de comment les diffuser dans l'atmosphère et d'être capable d'ailleurs de suivre aussi l'émission des COV. Donc c'est des choses qu'on a déjà pu faire avec des extraits, différents extraits dans des projets en horticulture notamment. Et de voir si c'est telle ou telle molécule qui est intéressante et de voir dans le temps, de suivre l'émission et la quantité émise dans la durée. Un autre intérêt des PAM, alors là, c'est la partie biodiversité. Et finalement, on est très en lien avec la partie précédente. La partie précédente, on est vraiment sur la répulsion, en particulier des ravageurs. Mais les PAM peuvent permettre également de favoriser la présence de certains auxiliaires. Je vais reprendre l'exemple du romarin en arboriculture.
Alors en laboratoire, ça marchait très bien. On avait certains clones de romarin qui avaient réellement un effet répulsif sur du puceron. Bon, très bien, on le teste en plein champ. Alors les résultats sont un peu plus mitigés, ou en tout cas c'est un peu moins flagrant. D'autant que les analyses des COV dans l'atmosphère, en gros, on ne voyait rien ou quasiment rien. Par contre, malgré tout, il y a quand même des résultats intéressants sur les pucerons. Et du coup, il y a eu des analyses ou un suivi plus précis de la biodiversité, en particulier de certains auxiliaires dans les microparcelles où il y avait du romarin. Et on trouvait effectivement énormément d'auxiliaires en plus, beaucoup d'araignées en particulier. Et du coup, la question c'est, ok, c'est mieux avec du romarin, est-ce que c'est mieux parce que des COV, par l'émission de COV, est-ce que c'est mieux grâce à la biodiversité que le romarin va abriter? La vérité est sûrement entre les deux, il y a probablement une part de COV, une part d'auxiliaire. Et du coup, ça fait le lien un peu avec le principe, la théorie du push-pull, qui a été beaucoup développée en particulier en maraîchage. Donc là, l'idée, c'était d'utiliser des plantes compagnes à la fois pour attirer des auxiliaires dans les parcelles et aussi, en les mettant sur les abords un peu éloignés des parcelles, attirer les ravageurs hors des parcelles par des plantes plus attractives que la culture. Donc ça, il y a eu des essais également avec des PAM. Encore une fois, on est toujours un peu sur les mêmes suivis analytiques d'analyse de COV, c'est juste que les mécanismes mis en jeu ne sont pas exactement les mêmes. Et un dernier point qui est important aussi, on a dans notre filière énormément de plantes mellifères qui peuvent avoir des floraisons sur les espèces sur une large partie de l'année, et donc abriter les pollinisateurs et nourrir les pollinisateurs sur des périodes plus longues. Alors ça, c'est aujourd'hui un effet, un bonus, on va dire, dans les projets actuels. Il n'y a pas eu d'études ou spécifiques sur ce point-là, ou de projets en tout cas directement sur ce point-là aujourd'hui. Juste avant de finir. En conclusion, on peut se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On commence à avoir de bonnes idées au niveau de ce qu'on peut faire au niveau en particulier des COV. Il y a quand même un gros travail méthodo qui est déjà en cours, qui va permettre d'affiner vraiment la partie à la fois capture et analyse des COV, de manière à ce que tous les instituts travaillent un peu de la même manière et qu'on puisse avoir des résultats à objectiver derrière pour vraiment comprendre les phénomènes et les mécanismes en jeu. Et du coup, un développement aussi de la partie extrait, diffusion d'extraits. Donc là, il y a même des entreprises privées avec qui on a pu être en contact dans d'autres projets qui s'intéressent à nos travaux et à nos capacités en la matière. Il y a un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'était marqué. C'était que, aussi une des raisons pour lesquelles les autres filières s'intéressent au PAM, donc il y a évidemment l'expertise du TEPMAI, mais beaucoup aussi ont en tête de se dire, tiens, peut-être qu'on peut aussi avoir des cultures, en tout cas des plantes compagnes qu'on pourrait valoriser et commercialiser. Donc en fait, on est sur de la coculture d'intérêt, on va dire. Alors sur le papier, ça peut paraître être une bonne idée, pourquoi pas. Après, on se heurte très rapidement à un certain nombre de problématiques, des problématiques, on va dire, agricoles ou agricoles, du semis à la récolte. C'est pas si simple à mettre en œuvre ou à avoir du matériel spécifique que en arbre ou en vitis, ils n'ont pas forcément. Un autre gros problème auquel on est très vite confronté, c'est la partie traitement phytosanitaire et homologation, parce qu'évidemment, deux cultures dans la même parcelle, il faudrait que les produits soient homologués sur les deux cultures, donc avec des délais avant récolte, etc., qui collent. C'est juste impossible aujourd'hui. Impossible en conventionnel et extrêmement compliqué en bio. Donc c'était aussi un des gros freins, sans évidemment oublier les aspects purement marché. Si on imaginait que tous les interrons de Viti étaient mis en teint, ça pourrait clairement faire des volumes énormes, probablement à moindre coût. Et voilà, il pourrait y avoir aussi des distorsions de concurrence à ce niveau-là. Et cette fois, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Benjamin.